J'ai lu bien des choses, mais peu de choses me sont arrivées. Est-ce que j'ai déjà vécu ici ou est-ce que j'en ai rêvé? Quand et comment, je ne m'en souviens plus. Est-ce que je me souviens ou est-ce que je rêve? Est-ce que c'est la mémoire du passé ou le rêve qui revient? Depuis 28 ans, personne ne sait où il est, ni ce qu'il est devenu. Ça, je pense que c'est un autoportrait qu'il avait fait dans son labo. Il y a aussi celle-là, elle est pas mal. Il développait en fait. Il faisait des photos et il les développait lui-même. Je savais donc qu'il avait disparu, ça je le savais, mais j'en ai jamais réellement pris conscience dans la mesure où j'ai toujours pensé qu'il reviendrait. À la limite, je trouvais ça normal qu'il soit parti, qu'il donne pas signe de vie. C'est en 78 en fait que j'ai réellement pensé que Franck avait disparu. Tu vois, il a fallu tout ce temps-là, il a fallu 4 ans. 4 ans. 78. C'est son père qui m'a trouvé, il venait juste d'être à la retraite et donc il pouvait se consacrer à plein temps à la recherche de son disparu de fils. Et là, quand il m'a dit ça, quand il m'a dit qu'il était toujours en train de... que Franck n'avait pas reparu, là, c'était vraiment clair que c'était pas juste une escapade ou un truc comme ça, que c'était vraiment parti. Après avoir rangé ses affaires dans sa chambre de bonne à Paris, il a déposé les clés chez la gardienne et il est parti. Il avait 18 ans. Juillet 70. Là, il n'y a pas marqué. Le Touquet, 69. Ça doit être parmi les derniers films qu'on ait, je pense. Mais tu crois que c'est... Ça serait des films que Franck a fait, alors? Ah non. Ou papa? Non, non, papa, c'est l'écriture de papa. Ça, ce sont les photos qui ont été prises quand il était à Lavoisier. Distribution des prix, lycée Lavoisier, premier prix d'orthographe grammaire, premier prix de sciences nat, prix d'excellence, prix d'excellence. École municipale Lavoisier, scène 1, première. Moteur. Dans le matin blême, après leur café crème, en métro, moto ou vélo, par dizaines, centaines ou milliers, tous, ils se dirigent vers Lavoisier. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. 3 fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est l'enfer.
l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Nous avons attendu chaque jour et notre fils n'est pas revenu. Nous sommes repartis à zéro. Nos idées et nos convictions se sont effondrées après son départ. J'avais découvert la peinture quelques années auparavant. Ce fut ma survie, mon exutoire, ma psychanalyse. 2 ans avant son départ, il nous a échappé complètement et même dominé. Et j'ai réalisé que l'obéissance n'existe que dans la mesure où on peut être obéi et qu'à partir de 15 ans, ce sont les enfants qui nous éduquent. Il y avait un monde entre nous. Il sortait très souvent le soir. Je ne dormais pas, j'attendais. Il rentrait. Je respirais. Il mettait un disque et repartait. C'était si difficile à vivre. Je pressentais qu'un jour nous n'aurions plus de nouvelles et c'est ce qui arriva. Quand j'allais peindre, très souvent j'écrivais à Franck et ses lettres l'attendent. Les clés sont restées les mêmes depuis 25 ans, on n'a rien changé. S'il devait revenir, ça serait évidemment ici. Donc c'est particulièrement... c'est l'endroit le plus fort, je pense, qui existe. Ouais. Non seulement effectivement les clés sont les mêmes, mais il y a aussi ces lettres que maman écrit à Franck qui sont dans le placard. Et c'est vrai que c'est un studio dont on ne se séparera jamais parce que c'est le seul lien physique qu'on a avec Franck. Et si Franck revient à Paris, c'est forcément ici qu'il viendra. Mais là, il y a qui? Il y a toi. Oui. Il doit y avoir... Il y a Franck. Ah, il est là. Oh, incroyable. Avec cette posture d'ailleurs. Ouais, cette façon de la tête. La tête, oui. Toujours, ouais. Cette tête. Elle est bien, là. Le défi permanent, hein, quand même. Donc tu veux pas croire qu'il est mort, mais tu es quand même faite à l'idée que tu n'auras plus jamais de ses nouvelles. Tu n'auras jamais de nouvelles. Oui. Toi, tu penses qu'il est mort? Moi, je sais pas, c'est ce qui m'a semblé le plus vraisemblable. C'est bizarre de tenir quand même presque 25 ans sans une seconde de répit, ce qui me semble quand même une chose étrange. Mais ça me paraît pas invraisemblable. Oui, non, c'est vrai. Il est quand même une grande dureté, moi, je trouve. Je le voyais pas comme ça. Si, tu trouves pas qu'il était noir, il était pessimiste? Mais il était drôle à la fois. Ah bah il avait l'humour et le cynisme des désespérés. Il était quand même, dans mon souvenir, Oui, oui. très secret, très compartimenté, très remarquable. J'ai longtemps cru, jusqu'à ce que ça réapparaisse comme ça d'ailleurs, sans doute il me l'avait dit ou quelqu'un me l'avait dit, mais je ne sais pas quand j'avais pensé que c'était ses parents adoptifs, que c'était pas ses vrais parents, je sais pas. Ah bon? J'ai longtemps pensé ça, qui était fou complètement. J'ai longtemps cru ça. Je le voyais comme quelqu'un d'intelligent, mal dans... Mais c'est tout, tu dépassais pas ça, toi? Sans doute, je dépassais pas ça, oui. Non, mais je veux dire, c'est pas un reproche, c'est que... Non, mais je veux dire, tu voyais pas plus que ça, t'avais pas l'impression qu'il était limite, qu'il était borderline, toi? Non. Pendant
les récréations, de jeunes révolutionnaires en herbe essayent de faire des meetings. On en discute, on le prépare, longuement. Si longuement que la porte se referme. Et le jeune révolutionnaire en herbe se retrouve seul, tout seul. On était une bande qui avions décidé d'aller au bistrot d'à côté plutôt que d'aller dans un cours. Un des surveillants de l'école nous a vus et Franck a dit que ce surveillant était un délateur. Et ce que j'ai noté là, c'est conduite mal, reste au café pendant le cours de sciences naturelles, le conseil de classe est convoqué, souligné 2 fois. Et après, le carnet blanc. Ouais. Donc la dernière semaine, la semaine du 16 mars au 20 avril. Et ensuite, le carnet est vierge. En fait, Franck avait enregistré secrètement le conseil de discipline. Il avait caché dans son sac un magnétophone avec un micro. Simplement dit que s'il le fallait, je prenais ces accusations à mon compte, pour ne pas me désolidariser de mes camarades absents. Troisième contre-vérité, confirmée par lui lors du conseil de classe du 22 mars, était de dire qu'il m'avait vu par hasard et donc il m'avait choisi moi étant là. C'est impossible et donc mensonge. Ça, c'était vraiment lui. L'autre point que je voudrais souligner, la provocation et l'intimidation imposées aux élèves. Tu te rends compte un peu de ce qu'il dit? J'en conclus que l'on a cherché à l'utiliser bassement d'une manière que nous ne pouvons pas trouver. C'est vraiment un ton qui est le ton de l'époque, finalement. Enfin, certaines personnes à l'époque. Très logique et en colère. Cette division a été organisée habilement, elle a été réussie. La pour but de faire jurisprudence et de montrer ainsi que le moindre mot prononcé contre un membre responsable entre guillemets de l'école est immédiatement réprimé. Cette répression est bien entendu plus facile à faire sur un élève que sur 6. On a l'impression qu'il lit un texte. Quand même. Alors, on a l'impression qu'il lit un texte, mais en même temps bourré de fautes de français. Pas très cohérent en réalité. Non. Je sais pas, on pourrait le décrypter. C'est pas mal de. Il reprend, il se reprend. Oui, Bah, c'est pas d'une clarté. Il devait être vachement ému. Il devait être vachement ému, oui. C'était vraiment comme une injustice mise en exergue, bien organisée pour qu'on voit la loi du plus fort, quoi. Je me souviens de l'atmosphère, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Et il fallait un courage pour dire ce qu'il ose dire, dont je ne me souvenais pas du tout, précisément, hein, honnêtement, non. Mais ce qu'il dit, ce qu'il ose dire, il y avait vraiment un côté, il y avait une rébellion chez Franck qui était constante et qui était redoutable. Je pense vraiment que ça fichait la trouille, quoi. Il a délibérément choisi son chemin qui devait conduire à l'exclusion. Nous tous, les 5 autres, on s'est rétracté, on a plié les chines. Lui ne l'a pas fait en pleine connaissance de cause parce que son but était d'être exclu. Et que de toute façon, il était convaincu, il était persuadé que ça ne l'empêcherait pas d'obtenir d'excellentes notes au bac. Pour conclure, je qualifie ces manœuvres et ce procès d'intention qui m'est fait de lâche et d'hypocrite, voulant conduire à une répression systématique. C'est qui et mes camarades ont signé ce déclaration. Eh bien, je suis désolé pour vous, et je vous trouve en tellement mauvaise posture, monsieur Bertrand, car au fond, le système est mon vieux. Ce serait quand même de savoir s'il est entré ou pas entré, hein? Vous comprenez? Le système. Entrain révolutionnaire
révolutionnaire et un non-révolutionnaire, il y a une grande différence. Et moi, je serais révolutionnaire et je serais contre le système, je m'en irais. Vous comprenez? Alors, bon, allez-vous-en, quoi. Allez-vous-en. La critique passe par la dénonciation. Ça, c'est une forme rudimentaire de la dénonciation, mais importante quand même. Et pour ça, il faut des éléments. Donc il avait sûrement ça dans la tête. Il voulait enregistrer ça. Il devait supposer que quelque chose de cet ordre-là devait arriver. Je ne pense pas qu'il le faisait comme pour se couvrir ou pour des histoires de procès et tout, parce que de toute façon, les dés étaient jetés. Il n'en avait strictement rien à faire. Et comme il était très rapide et une grosse capacité de synthèse, il voyait l'incident dans sa globalité plus que dans tel aspect ou tel aspect. Et ça, c'était un élément important de la pièce, du truc, si tu veux. C'est comme documenter. Je veux dire, dans n'importe quelle institution, on documente. C'est la volonté d'avoir tous les éléments, je dis du drame, parce qu'il y a un petit côté dramatique, mais tous les éléments de l'événement. Puis il y a un petit côté aussi, je t'enregistre et tu le sais pas. Un petit côté agressif. C'est-à-dire, vas-y, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Et ça passera pas aux oubliettes comme d'habitude. Tout à la fin du 2e trimestre, il a donc arrêté d'aller au lycée, de suivre des cours. Et il a passé son bac en candidat libre la même année, en juin. Et ça, ce sont les résultats de son bac. 257 points, mention très bien, 20 en maths et 18 en physique et chimie. Quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. L'air est lourd et chaud. Le silence est épais comme si la ville autour de moi avait disparu. Les pendules et les montres sont arrêtées sur 6 heures depuis le matin. Les aiguilles sont immobiles. Pour me raser, c'est une autre paire de manches. L'eau ne coule du robinet qu'avec parcimonie. Il faut attendre des heures entre chaque goutte. Je regarde par la fenêtre et je vois. Dehors, les passants sont arrêtés, immobiles comme des statues de pierre. Plus aucun mouvement d'aucune sorte, plus aucun son. Comme si une arme inconnue avait figé les gens pour l'éternité. Je déambule au milieu d'eux, mais ils ignorent ma présence et mes gestes. Je passe la journée à chercher des compagnons d'infortune sans succès. Je réalise l'horreur de ma situation. Le temps est arrêté et je suis peut-être le dernier survivant. En 90, Gilles a pris sa retraite et il m'a dit « À partir d'aujourd'hui, je vais me consacrer à la recherche de mon fils. Et dans 2 ans, je te l'aurai retrouvé. » Opération Search and Retrieve, le 1er mai 1990. Ce projet a été présenté à Martine. Elle m'accorde toute son assistance et semblait l'avoir pressenti. J'ai écrit à la mairie du 8e pour demander un extrait de naissance de Franck. J'ai averti Sonia par une lettre de mon projet. Lundi 14 mai 1990. J'ai commencé à classer les quelques papiers laissés par Franck. Dans ces livres, je retrouve assez exactement ce que je pensais y trouver. J'entreprends la lecture de l'Internationale situationniste. Serions-nous bientôt sur la même longueur d'onde ?
Gilles fit des voyages. J'ai déjeuné hier avec sac à Nicolas dos, Pratt comme serait parti Franck. et j'ai appris beaucoup de choses. Il campait, il frappait aux portes des consulats, Franck est très méthodique, des très ambassades, organisé, de la police très et des scientifique. associations. Franck est féministe. Martine pense qu'il veut soutenir la condition féminine du fait que sa mère n'a pas de vie indépendante. Je l'attendais et ma pensée l'accompagnait. Franck, je pense à toi souvent. Quand tu es parti en 1974, tu avais l'âge qu'a mon fils maintenant. Appelle-moi, je t'attends, ta cousine Valérie Bertrand. Alors, j'ai signé de mon nom de cousine, bien sûr. Bertrand comme son nom. Les recherches de Gilles ont été systématiques à partir de 90. Et avant, il y avait une espèce de paralysie en fait. Et de stress et d'angoisse à l'idée qu'il stress et pourrait d'angoisse. téléphoner et revenir. Et donc de bloquer encore plus Martine et Gilles à Paris, dans leur appartement, ne voulant pas bouger le moins possible, voilà, au ça, cas où. Au cas où. Alors ça évidemment, c'est normal. Ça, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Oui, mais ça immobilise. C'est tout à fait ça, naturel, comme c'est une logique de conséquence. On ne bouge pas puisqu'il va revenir. Il va revenir et comme on est très très triste, on n'arrive pas à réfléchir correctement et à penser systématiquement qu'est-ce qui lui est arrivé au juste. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est sain d'esprit? Est-ce qu'il a des amis qui l'ont entraîné quelque part? Est-ce qu'il a fait une option politique complètement radicale sur des groupes? Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il n'est pas armé? Est-ce qu'il est en clandestinité? Est-ce qu'il a changé de papier? Toutes ces dispositions comme ça d'hypothèses, on ne les a pas faites de façon très très rapidement et tout de suite et de façon très nette. Quand il est parti, il avait certainement pas l'idée que son père allait remuer ciel et terre et que les gens allaient poser des questions à d'autres gens et tout ça, etc. Il est effectivement, dans son idée, je pense que c'était juste un départ silencieux, ordonné, bien pensé, avec quelques petits indices, mais donc non spectaculaire. Qui pourrait penser quand tu as 18 ans, ou tu viens d'avoir 18 ans par décret présidentiel, en fait, que tu vois, ça, les gens vont... peut-être qu'ils pensaient même pas du tout. C'était juste une disparition très silencieuse. C'est ça que l'idée qui m'avait pas frappé au départ. C'est de son point de vue à lui. Aujourd'hui, on est en 2002. Franck est parti en 1974. Moi, à l'époque, j'avais 12 ans. Et depuis 1974, j'ai grandi, j'ai regardé le départ de Franck de 1000 angles différents, comme nous tous. On n'a pas assez de matière, il nous manque les éléments, il nous manque le message, il est parti sans message. Et ce que le deuil peut réaliser, peut faciliter, c'est qu'effectivement, bon, il y a une chose horrible, il y a la mort de quelqu'un, on peut reconstruire derrière parce qu'on a les données, on a les éléments, il y a eu un accident, une maladie. Là, il y a un fond instable sur lequel on additionne des choses, mais que ça ne fait pas un édifice, ça s'écroule en permanence, et puis on reconstruit, on repart dans une autre direction. Chaque jour qui passe m'amène à prendre conscience que l'immobilité des gens dans la rue n'est qu'apparente. Ils ne sont donc pas morts comme je l'ai cru au départ. J'ai toujours aussi chaud. Mes semelles fondent sur l'asphalte et mes vêtements brûlent. Nous supportons joyeusement tous les échecs. Nous ne sombrons pas dans la dépression. Et je vous propose d'écouter la voix d'un homme, savoir ce que cela pourra avoir. Moi qui croyais les pendules arrêtées, je suis soudain frappé de voir le réveil marqué maintenant 6h06. Et soudain je comprends. J'ai été projeté hors du temps habituel, dans une accélération vertigineuse qui m'a rendu invisible aux yeux des autres. Une minute de leur vie vaut entre 3 et 4 jours de la mienne. Je dois absolument les contacter, les informer de ma présence, et j'écris ce texte racontant mon histoire, que je vais distribuer ça et là dans les mains des passants. Puissiez-vous le lire un jour, si le papier ne brûle pas entre-temps.
Pas du tout, du tout. Ça, c'est un vrai vieux livre. Alors, le livre est un peu brûlé, là. Ça m'évoque une idée, un souvenir, oui, effectivement. Il n'était pas très soigneux de ses affaires. Enfin bon, personne ne l'était, mais... Alors là, il y a un livre qui est très intéressant aussi. Alors ça, c'était une nouvelle qui avait fasciné Franck, dont on avait imaginé de faire un film, qui s'appelle donc Temps mort. J'ai repensé à cette nouvelle parce qu'il y a des relations évidentes avec l'histoire de Franck. Il est là, mais on ne le voit pas. Et c'est exactement le thème de ce personnage qui disparaît aux yeux des gens. Lui, il continue à les voir, mais pour lui, c'est des gens qui sont devenus des sortes de statues. Et il met très longtemps d'ailleurs à comprendre ce qui lui arrive en réalité. Et les gens ne le voient plus. C'est vrai que tout ça, ça a l'air d'être un peu sur la libération sexuelle aussi. Ça, c'est important comme émission. Côté sexuel, on en parlait beaucoup, mais on n'en faisait pas beaucoup, si je puis dire. Disons qu'il était quand même assez prude, et moi aussi d'ailleurs. Bon, alors là, évidemment, ça c'est la Bible des situationnistes aussi. C'est une espèce de... comment dire, de best-of. Ça, celui-là, on l'avait lu ensemble, ça je me souviens. Il me l'avait prêté d'ailleurs, et il a beaucoup circulé. Tiens, c'est rigolo, il y a des numéros qu'il a tamponnés sur la tranche. C'est bien qu'on voit les trucs à noter, là. Les Esquimaux. Il a souligné le mot « les Esquimaux ». Théorie de la dérive, voilà. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d'effets de nature psychogéographique et à l'affirmation d'un comportement ludique constructif, ce qui l'oppose en tout point aux notions classiques de voyage et de promenade. Essai de description psychogéographique des Halles. Je me souviens de marches où on marchait la nuit. On rencontrait des gens, on parlait, on n'échangeait pas nos coordonnées. C'était un truc comme ça, assez vague, finalement, et que je regrette un peu maintenant, quoi, parce que finalement, peut-être j'aurais... Moi, j'avais rencontré des gens avec lui peu avant sa disparition, maintenant, je regrette de ne pas avoir plus cherché à connaître, parce que bon, ces gens-là, on ne les retrouvera jamais. À cette époque-là, je cherchais à rencontrer des gens pour travailler dans cette direction-là. Franck venait travailler à la maison, chez moi. Et puis on allait se balader, je me rappelle plus, on se baladait dans Paris ou dans les Halles ou quelque part, et puis on parlait, et puis on... Ce qui est marrant finalement, c'est que c'était une sorte d'amitié, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas vraiment... Je dis entre guillemets parce qu'on se connaissait peu, on se connaissait à peine, mais qui était basée sur rien finalement, une rencontre, quoi.
lui avais filé un paquet de livres et de textes sur lesquels qu'on lisait beaucoup à l'époque, l'International Situationniste, et Debord, et Vanneguem et compagnie. Il avait lu et digéré en à peu près une semaine. Et puis après, on a passé finalement l'été, une partie de l'été, le restant et de l'automne aussi, à déconner finalement sur des sujets qui nous venaient comme ça à l'esprit. Lui, il était intéressé par le cinéma à l'époque, moi aussi un peu. Et puis, cette histoire de la carie, je me demande bien d'où ça vient. Ça doit être moi finalement, j'ai toujours un problème avec le dentiste. Franck a écrit un truc sur la carie dentaire avec Nicolas Pratt qui s'appelle Les édentés de la société du spectacle. Sa petite introduction, c'est de dire que lui-même a horriblement souffert de ces caries. C'est l'histoire de la carie dentaire dans la société occidentale par rapport aux sociétés dites primitives. Et il espère prouver que l'origine de la carie dentaire n'est pas du tout l'absorption de sucre et patati patata, les histoires de nourriture et de quantité d'acide sur la dent, mais un problème psychologique grave. Ah d'accord. Grave et politique donc, vis-à-vis de sa mère et de son père. Je te donne les mots que j'ai retenus. Le patriarcat appelle la carie. Ça, c'est sa thèse. Ça fait un peu... Alors, quand il a ses dents qui poussent, il a des armes contre son seul adversaire, c'est texto. Hein. Il a désormais des armes à sa disposition. Il pensera aussitôt à s'en servir contre son seul adversaire, son père. Et le fait d'avoir des dents abîmées, c'est une souffrance pratiquement d'impuissance vis-à-vis du père. Il l'a écrit Il l'a écrite 72. On a dû se voir en 72, donc 73. il avait 17 ans, quoi. C'est pour ça que, inconsciemment... Donc là, il parle de détestable mythe. Oui, de la maman. Alors ça, c'est un passage affreux. Hein. Sous le maigre prétexte qu'elle l'a engendré, l'enfant, elle se devra, tout en psalmodiant bêtement, de le couver, de le confiner dans de charmants hareux. Non, tu sais, il y a quand même une violence dans ce texte. Hein. Maman m'avait dit peu de temps avant qu'ils avaient du mal à communiquer avec Franck, qu'ils avaient l'impression qu'il ne les écoutait plus et que peut-être moi, étant la petite sœur, il m'écouterait plus facilement. Et donc j'ai passé ce moment en me disant, il faut, du haut de mes 12 ans, quoi, hein, sans savoir trop ni comment aborder ça, ni étant très impressionnée par mon frère, mais en me disant, il faut que je lui parle. Sans savoir quoi lui dire, mais je me disais, il faut que je lui parle. Et vous vous êtes parlé? Et puis j'ai rien pu dire. J'ai rien pu dire, j'avais mon canif là, et je bougeais tout le temps mon canif. De toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'avais pas les mots pour dire. Et le même sentiment que toi, quelque chose de... C'était bien de se voir sans se parler, parce que ça... de toute façon, on ne pouvait pas le faire, et qu'on ne savait plus par quel bout reprendre des conversations qu'on n'avait pas eues, mais on était là. De toute façon, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de... C'était pas des rapports conflictuels du tout, ni même avec maman. C'est ça qui reste très, très perturbant, quoi. C'est qu'en fait, on a... une présence, quoi. Ouais, une présence, et on n'a jamais... Il n'y a jamais eu d'affrontement direct, même avec papa. C'était toujours des jeux de personnalité, de choses qui nous échappaient. Deux mondes. Ouais.
sa disparition ou son départ. C'est pas un accident, c'est pas quelque chose qui arrive quand on a 10 ans, c'est quelque chose qui commence quand on a 2 ans et qui petit à petit se crée. Donc je crois que c'est un aboutissement logique finalement. Pour, étant donné les circonstances, l'évolution du monde vers le spectacle total qui était en train de se décider à ce moment-là, créer les conditions pour qu'un adolescent de la nature de Franck, à ce moment-là, dans cet endroit-là, ait un geste de cette nature-là. Ce qu'il a fait, lui, était simplement radical, c'est-à-dire entier et entièrement. Et ça a un côté un petit peu fascinant. Moi, je pense que Franck est mort en 1973. Non, je vois pas pourquoi. Moi, je pense qu'il était mort, on l'aurait retrouvé, justement. C'est là où on est. Non, alors là, je pense que tu fais une erreur fondamentale. J'ai jamais pensé qu'il était décédé, Ah, si, et je le pense toujours pas. Et tu le penses toujours pas? Non, je le pense toujours pas. Eh mais dis-moi, t'étais jeune, hein? Bah, j'avais des cheveux, surtout. Ah oui. Ouais. C'est le fait d'avoir beaucoup pensé à Franck, à ce qu'il avait pu devenir, et à ce qu'on a fait ensemble, et parce que finalement, les quelques années qu'on a passées ensemble, tous les trois, à faire ce genre de choses, c'est la plus grande partie de sa vie d'adulte, à lui, d'adulte. C'est la plus grande partie de sa vie consciente. Ah, oui. Et moi, je l'avais oublié un peu, cette vie. Ça veut dire qu'on a vieilli, ça veut dire qu'on a changé, mais ça veut aussi dire, à contrario, que Franck, lui, n'a pas vieilli. Oui, mais lui, il reste bloqué dans l'état où il était à l'époque pour nous, évidemment, puisqu'on n'a pas su comment il a évolué, ou pas d'ailleurs. Enfin, mais même nous, quand on voit ces films-là, on se replace nous-mêmes à cette époque-là. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que... Non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne me replace pas. Moi, je vois ces films avec de la distance. Bon, je vois bien que c'est moi, mais en même temps, c'est plus moi depuis longtemps. Avec le recul, je ne peux pas m'empêcher de penser moi-même à mon propre parcours, et en me disant que finalement, je suis probablement devenu ce qu'on détestait le plus à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un de totalement inséré dans une société qui est ce qu'elle est, avec ses défauts, mais aussi ses qualités, et puis qu'on en profite bien. Des jours, des mois, des années passèrent. 7 mai 1991. Un an déjà que je me suis attelé à plein temps à la tâche de retrouver Franck. Nous avions nos périodes de détresse. Gilles me disait que parfois il s'asseyait sur les bancs du métro et restait là, longtemps. Je n'ai trouvé aucun témoin qui ait échangé quelques idées avec Franck les 9 derniers mois. Moi, j'avais régulièrement des crises de désespoir qui n'ont jamais cessé. J'ai trouvé un Bertrand F. dans la région. Et j'ai gardé depuis l'impossibilité de partir. 21 juillet 1992. Nos affaires sont vraiment au point mort. Je voyais parfois des radiesthésistes, ils étaient optimistes, disaient toujours les mêmes choses. J'ai été voir ce matin à 11h le détective qui est un grand ami de Jacques. Il pense pouvoir s'assurer que si Franck est en France, il le retrouvera. J'avais parfois envie que Gilles arrête, qu'on s'accorde un temps de pause, que peut-être il fallait laisser Franck. Je ne savais plus. Franck aura 40 ans vendredi. Le temps passait inexorablement. Olivia a mis dans l'IB et dans Le Monde une annonce pour l'anniversaire de Franck, dans l'édition du 15 décembre. Quelqu'un a téléphoné au numéro indiqué pour remercier Olivia. Ce mystère est à vrai dire inexplicable, si ce n'est pas Franck qui a appelé. Comment aurions-nous pu envisager que tant d'années s'écouleraient ? En classant les documents relatifs à la recherche et ceux que Franck a laissés, je trouve une amende RATP pour voyage sans titre de transport sur la ligne 62, porte de Vincennes, porte de Saint-Cloud. Le 12 août 1974, Franck était encore à Paris.
Gilles est mort en décembre 99 sans avoir revu son fils. 28 ans ont passé. Maintenant je suis seule et mon chagrin est double. J'ai connu Franck au lycée. C'est quelqu'un que je n'ai jamais oublié. Je suis la dernière à l'avoir connu et à l'avoir vu. Donc en 1974, j'étais allée en Inde avec mon compagnon de l'époque. Et donc on était atterri à New Delhi et on repartait de New Delhi à la mi-septembre. Et nous sommes donc tombés sur Franck, sur une grande place. Une place très peuplée. Enfin, c'est rencontrer quelqu'un qu'on connaît à l'étranger par hasard, c'est toujours incroyable. Hein, c'est saisissant. Je pense que pour lui, ça a été une surprise aussi complètement intégrale de tomber sur moi. Il laissait les choses derrière lui, quoi. Il paraissait sans bagage, sans personne. Il venait de vendre une montre. Hein, c'était la seule chose qui lui restait comme ressource. Hein, donc, et voilà. Il prenait des opiacés. Lui annonçait qu'il prenait des opiacés de manière très banalisée. Hein. C'est-à-dire, c'était pas pour qu'on s'en fasse un souci. Il n'était pas dégradé physiquement. Hein. Il lui manquait pas des dents, il n'était pas squelettique, il n'était pas habillé en hippie, il était habillé comme Franck. Et puis plus tard, le soir, on le voit passer comme ça devant l'hôtel, et puis donc là je lui cours après, et il se fond dans la foule. Donc tu sais. Et là je pense que je suis restée sur j'ai croisé Franck et il a disparu. De fait. Le fait de disparaître avait un sens pour lui, manifestement. Qu'il y avait une espèce de théorie de la disparition. Hein, qu'il avait appliqué là. On ne sait pas. Après 28 ans de recherche, c'est le premier indice qu'on a de l'existence de Franck après août 74. Seulement, il se trouve que c'est en septembre, donc c'est 28 ans après, on découvre un indice qui est vieux de presque 28 ans, qui ne date que d'un mois d'après son départ. Donc c'est complètement déroutant, déjà, dans le temps, enfin dans la façon dont on peut saisir ce signe. Et puis je me dis que si l'histoire c'est ça, si l'histoire s'est finie en Inde, je trouve que ça adoucit aussi l'absence, que c'est plus une révolte contre nous, ou une révolte contre la bourgeoisie parisienne de cette époque-là, ou une révolte contre le monde occidental. C'est plus une rupture, c'est plus la volonté de nous faire du mal en disparaissant, mais c'est simplement l'incapacité de revenir puisqu'il est plus là, quoi. Je pense que plus vous cherchez Franck, plus vous pouvez vous détruire. Donc je refais référence à grand-père qui, sur son lit d'hôpital, réclamait Franck. Et moi, je trouve ça pas la pire des choses, mais c'est vraiment là, c'est le malheur, le vrai malheur de la disparition. C'est le fait de rechercher, de rien trouver, de rien savoir. Et donc plus on cherche, plus on aggrave ce malheur. Ouais, t'as 1000 fois raison. Si on pouvait arrêter, ça serait extraordinaire. Mais on n'est que dans l'imaginaire dans cette histoire. Donc on n'a pas le droit de cocher l'hypothèse non et de dire non. Et j'essaie de me persuader qu'il est mort. J'arrête de le chercher. Et je continue avec ma vie. Parce que si c'était pas ça...
Ce matin, je vois mon visage dans le miroir. Mes cheveux tombent, ma peau se craquelle, mes traits s'affaissent. Je vieillis. Mais comme personne ne me voit, je n'en souffre pas trop. J'ai truffé ma chambre de messages expliquant ce qui m'arrive. Mais cela me semble si impensable que j'ai bien peur que personne ne comprenne un jour. Je ne compte plus les jours qui passent, et j'attends ici avec le secret espoir que quelqu'un passera dans ma chambre et remarquera quelque chose. J'ai cette idée depuis quelques jours et elle ne me laisse plus en repos. Je ne veux pas mourir invisible. La chaleur se fait insupportable et m'envahit. Je brûle. J'ouvre la fenêtre pour prendre l'air. Tu te dis quoi, toi? Il est où? Il fait quoi? Pour te dire exactement ce que j'ai pensé. Ouais, vas-y, dis-moi. Chez les Esquimaux, apprendre complètement cette langue, Oui. c'est-à-dire loin de la civilisation occidentale, pas du tout bousillé par l'alcool, les viandes, les sucres, etc. Bref, ne mangeant que du phoque, des choses comme ça. Vivant dans le froid complet. Et ça, c'était quoi? Quand est-ce que tu as eu cette vision J'ai eu il y a quelques années, en relisant le texte sur l'Acari. Et il aurait un fonctionnement dans un autre rapport au réel, tu vois, complètement. Un rapport esquimau à la réalité esquimau, point. Tu vois? Et puis, ce serait plus du tout Franck Bertrand, ce serait quelqu'un d'autre, il aurait même un autre nom, tu vois? Mais ça, tu on se comprends ce que je veux dire. dit plusieurs fois. Donc, il n'aurait aucun désir de revenir, tu vois? C'est ça l'idée. Il serait très bien, là, tu vois? Oui, mais que ça coûte ou ça coûte pas de faire ce choix? Alors, il y a une espèce de beauté, d'absolu dans cet acte qui est tellement radical. Il y a une beauté qui est fascinante pour les jeunes adolescents. C'est comme changer de, changer de système planétaire. Tu vois, tu t'en vas de la Terre, tu vas sur la Lune, et puis c'est terminé la Terre, terminé. Là, c'est beau. Hein. C'est un cosmonaute. Je considère son geste comme une œuvre d'art ou c'est de la créativité, c'est la trajectoire d'un type qui, pour un certain nombre de raisons, l'amène à faire ça. Et je pense qu'on doit, à juste titre, le considérer comme un mouvement artistique, ce qui est d'ailleurs un petit peu l'idée situationniste à la base, c'est-à-dire que l'art est mort et que l'art est la vie, ce qu'on en fait. C'était leur idée, leur grande idée. Les œuvres d'art sont mortes la minute où elles sont dans la boîte ou mises sur un mur.